une historienne académique, ça ne me plaisait pas ni d'enseigner, ni de faire carrière à l'université. C'est plutôt, je pense, un livre de rencontre avec une femme, des femmes, et j'espère avec vous aussi. Formation, parce que c'est extrêmement riche, extrêmement dense, et on devine dans l'écriture et toutes les références qu'il y a à la fin qu'elle a beaucoup travaillé pour rédiger cet ouvrage. Oui, donc c'est vrai que ce personnage, vous le connaissez bien entendu, puisque c'est une blague qui ressort tous les 16 février, jour de l'anniversaire de la mort de Félix Faure, qui est mort avec sa connaissance qui est partie par l'escalier. Voilà. Et qu'on a il y a eu d'autres termes d'ailleurs. Oui, la pompe funèbre, etc. Donc, c'est une histoire que je connaissais aussi uniquement par ce biais-là. Et ce qui est vrai dans le livre, c'est qu'un jour, ma grand-mère, comme je faisais des études d'histoire, elle lisait Paris Match, et il y avait 3 pages sur, ça s'appelait Vous et votre siècle. Et il y avait une grande photo d'une femme qui sortait de ce qu'on appelle la souricière, c'est-à-dire un local dans le palais de justice qui amène les détenus et les détenues vers la salle où il y avait le procès d'assises. Et donc, cette photo m'avait impressionnée parce que l'histoire racontait que c'était la putain de la République qui avait été condamnée, qui était accusée d'un double meurtre. Et en lisant l'article de Gilles Martin Chauffier, qui est toujours d'ailleurs le rédacteur en chef de Paris Match aujourd'hui, je me suis sentie un peu déstabilisée parce que le regard de cette femme, derrière une voilette de deuil, disait tout à fait autre chose que son histoire. Et c'est au fond le premier fil, c'est à partir de ce regard que je me suis intéressée à ce personnage. Alors bon, j'imaginais pas que ça allait me mettre 15 ans pour découvrir qui elle est vraiment, parce que effectivement, de fil en aiguille, je dirais, elle m'a vraiment fait quasiment faire le tour du monde, parce que sa vie est un vrai roman, et un roman qui est à la fois tragique, mais aussi parfois très comique, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de verve, c'est une menteuse patentée, mais c'est surtout une grande charmeuse. Influencé Félix Faure, qui était quand même d'une lâcheté effroyable dans l'affaire Dreyfus. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il était lâche, je pense qu'il était dans une position très compliquée. C'est vrai que c'est lui, le président, auquel Zola adresse son j'accuse, donc c'est Monsieur le Président, et qu'il est arrivé au fond au pouvoir en 1895, et que son prédécesseur, Casimir Perier, lui était assez lâche parce que lui, il a vu tout de suite que ça allait poser beaucoup de problèmes et il a démissionné très rapidement. Et puis donc, c'est Félix Faure qui est arrivé à la tête de l'État français. Sans se douter finalement de cette bombe à retardement. Alors, c'est un personnage, Félix Faure, qui a été beaucoup moqué parce qu'il était très imbu de lui-même, il aimait vraiment le faste républicain, il voulait que la République brille au cœur des nations, mais ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, on a quand même encore beaucoup d'opposition à cette France qui s'instaure laïque. Il y a encore beaucoup de velléités royalistes pour mettre à bas ce qu'on appelait la gueuse, donc aussi la République des méritants. En Europe, il y a vraiment beaucoup de monarchies et de pays qui sont contre cette c'est vraiment un cas unique dans l'Europe, cette République. Et lui, il vient au fond d'un milieu qui n'est pas vraiment modeste, mais qui n'est pas non plus un aristocrate. C'est vraiment un self-made man, comme on dit. Voilà. Et il s'appuie sur l'armée, parce que pour lui, c'est le pilier de l'État. Alors, vous savez, c'est l'armée, l'Église, le sabre et le goupillon. Mais l'affaire Dreyfus, le problème, c'est dans l'armée. C'est l'état-major. Et donc, s'il donne les armes aux opposants à la République en disant que l'armée, finalement, a failli, que l'armée a menti, que l'armée a accusé sciemment un innocent en fabriquant des fausses pièces d'accusation, eh bien, il se met dans la situation où, finalement, l'État français qu'il veut protéger comme une république, c'est lui qui va donner, finalement, le coup de grâce. Et donc, je pense qu'il est dans une situation qui est très, très compliquée. Et elle, cette Marguerite qui s'appelle Japy, qui vient de la frange de la marge, du côté de l'Allemagne, elle est née juste avant la guerre de 1870,
qui a évidemment provoqué la perte des territoires. Et elle vient d'une famille protestante, ce qu'on appelle les High Society protestants, la haute société protestante, qui est aussi le berceau des industriels protestants et juifs. Les Dreyfus viennent de la même région. Et ce que je découvre au fur et à mesure de mes recherches, c'est qu'elle est la nièce d'un très grand personnage de l'État français qui était vice-président du Sénat, qui s'appelle Auguste Scheurer-Kestner, et qui est le premier homme d'État qui s'est levé pour défendre Dreyfus et qui connaissait très bien Faure. Et donc, au fond, la place qu'elle a auprès de Faure, pour moi, n'est pas du tout due au hasard. C'est l'oreille des Dreyfusards auprès de Félix Faure, et elle va arriver à lui faire changer d'avis. Malheureusement, il va prendre un Viagra de l'époque qu'on appelle la Cantaride, et il mourra avant d'avoir pu accorder la révision du. Pour moi, ce qui est important, c'est la démarche. C'est pas seulement ce qu'on découvre, parce qu'en plus, il reste des zones d'ombre, hein, heureusement d'ailleurs. Et Séverine, c'est vrai que j'avais découvert que la seule femme présente au procès de Marguerite Steiner en Assise, c'était la journaliste Séverine, que toutes les féministes connaissent, puisque c'est la grande journaliste féministe qui, avec Marguerite Durand, elles ont créé un journal qui s'appelle La Fronde, qui est le seul journal qui a été composé, écrit, produit, publié par des femmes du début à la fin de la chaîne de production, et qui était un quotidien comme Le Temps, comme Le Monde d'aujourd'hui. Donc c'est pas un journal pour des femmes, par des femmes, c'était vraiment un quotidien d'information. Donc Séverine reste pour les féministes, les journalistes, voilà, une plume qu'on appelait aussi la passionnariat des opprimés, parce qu'elle prenait fait et cause pour les petits, pour les ouvriers, pour les mineurs, pour les femmes. Elle réclamait l'accès à l'avortement, le divorce, et elle avait d'ailleurs divorcé de son premier mari, elle avait laissé son enfant à la garde du père, donc elle était, on peut dire, une militante des droits des femmes. Et au fur et à mesure de mon travail, je me suis rendu compte d'une part que à l'égard de Marguerite Steiner, elle est non seulement très dure, mais très injuste, parce qu'elle estime que finalement, elle ne va pas s'apitoyer sur le sort de cette femme qui n'est jamais qu'une bourgeoise, et que si elle passe à la guillotine, bah tant pis pour elle. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment choquant, parce que c'est la justice de classe à l'envers, finalement. Hein. Parce qu'elle est bourgeoise, et ben, même si elle n'est pas coupable, on peut la guillotiner. Et dans la foulée, il y a quelques années, je pense qu'il y a 3-4 ans, il y a eu une nouvelle biographie de Drummond, dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle on apprend que Séverine a été non seulement la voisine de palier de Drummond, ça je le savais, au Montmartre à Paris, mais sa maîtresse. Et là, on comprend mieux pourquoi elle écrit dans des journaux où il y a des antisémites notoires, qu'elle défend. Alors, on peut comprendre qu'elle les défend parce que 1881, c'est la loi sur la liberté de la presse, et que avant ça, il y avait une grosse censure, et que donc on peut tout dire, la presse doit être libre, et en même temps, on est quand même à ce moment-ci dans l'affaire Dreyfus, elle voit les ravages que l'antisémitisme fait, et elle défend les antisémites en disant ben, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Voilà. Et alors sur l'affaire Dreyfus, elle va très rapidement prendre le parti de Dreyfus parce qu'elle est entraînée avec Zola et d'autres au procès de Rennes, donc le procès de Zola. Mais je ne comprends pas comment on peut défendre Dreyfus en couchant avec Drummond. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment incompréhensible. Bon, maintenant, ça fait partie aussi de son personnage, hein, je veux dire, on ne doit pas toujours être cohérent. Mais en tout cas, dans le travail d'analyse que j'ai fait de son œuvre, parce que bon, j'ai lu vraiment beaucoup, elle a beaucoup écrit, hein, Séverine. Aujourd'hui, dire que c'est une passionnariat des droits des femmes, en lisant ce qu'elle a écrit sur Meg, qui était quand même après 1 an de prison, toute seule à son procès, elle essaie de se défendre d'un double crime quand même. Bon, je veux dire, et on guillotinait à l'époque, pendant qu'elle était là, on guillotinait hein, en France. Je trouve que là, il y a vraiment une dimension qui m'a choquée, c'est vrai. Et dans le livre, j'essaye de vous emmener avec moi dans ce questionnement, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est pas linéaire, je veux dire, c'est comme la vie, bah voilà, on a des bonnes surprises. J'ai pris dans les journaux de l'époque les scènes de
de violence, avec des centaines de milliers de personnes qui défilaient dans toutes les rues de France en criant ah bah les juifs, mort aux juifs. Et ce qu'on ne voit pas par exemple dans le film de Polanski, on est plutôt dans un huis clos. Et je trouve que c'est important de montrer ça, parce que ça nous montre aussi que dans l'antisémitisme de l'époque, il y a un antisémitisme hérité sans doute du catholicisme, l'antijudaïsme chrétien. Il y a aussi un antisémitisme qui se greffe sur ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette bataille au cœur de l'État entre ceux qui veulent revenir au système ancien, à la fille aînée de l'Église, au royalisme, etc., qui se greffe sur toute une nouvelle intelligentsia, dont Drummond, par exemple, qui est donc l'auteur de La France juive, qui a été réédité, je pense, 18 fois. C'est un best-seller en France à l'époque et qui vend des centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, cette dimension-là est très importante parce que ça montre aussi à quel point, pour Félix Faure, il y avait vraiment un enjeu de la paix publique. Il fallait conserver une paix publique, mais comment faire ? Dans une France où on voit n'importe dans quelle famille, les gens se battent, se déchirent, dans n'importe quel salon, les gens se déchirent. Elle fait salon à Paris, Marguerite Stenel, j'applique son nom de jeune fille, et elle dit, les antidreyfusards, ils vont pas rentrer chez moi, sinon ça va être la foire d'empoigne. Donc ça, c'est vraiment une dimension très importante, et c'est aussi un enjeu de faire passer tout ça dans un livre qui n'est pas, c'est pas une somme historique. Bon, j'ai essayé que ce soit vraiment agréable à lire, mais je crois que ça montre aussi comment, dans un pays comme la France, il y a cette conflictualité qui se greffe alors sur cette autre dimension que tu as très bien saisie, Florence, qui est la misogynie. Une misogynie qui est liée à l'époque, bien sûr, on est à la charnière du 19e et du 20e siècle, et il y a quand même déjà en Angleterre les suffragettes qui réclament le droit de vote, et en France, vous avez les premières féministes, dont la journaliste Séverine, qui apparaît aussi dans le livre. Mais Marguerite Japy, c'est pas du tout une suffragette. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est une vie de liberté. Elle aime les hommes, elle aime le sexe, elle aime vivre dans une forme d'opulence, ni trop peu. Elle veut pas beaucoup plus que ce qu'elle a, mais elle veut pas non plus avoir moins que ce qu'elle pense avoir droit. Et dans les usages du temps, elle respecte. On lui fait épouser un peintre introverti, absolument barbant, qui a 20 ans de plus qu'elle, elle l'épouse. Bon, elle essaie 2 fois de divorcer et on lui dit certainement pas. Si tu divorces, tu vas tout perdre. Donc reste bien avec lui et on va créer autour de toi ce que tu veux. Un cercle avec la mondanité et tu auras toute la liberté que tu veux, mais tu dois sacrifier aux usages du temps. Et c'est ça qui est formidable dans ce personnage, c'est que c'est à la fois une libertine et en même temps, elle est un peu... Oui, donc elle est morte à Brighton en Angleterre, donc sur la côte, où elle se baladait dans un carrosse et où les gens l'adoraient parce que donc elle est morte à 84 ans, donc en 1954. Hein, donc je veux dire pour nous c'est pas si loin en fait, hein, voilà. Et à partir de 1927, elle a plus jamais ouvert la bouche. Donc j'explique dans le livre pourquoi à mon avis, mais ça je peux pas vous le dire. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'elle se tait. Alors, elle se tait parce que je pense qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un bon paquet de fric pour terminer sa vie à l'aise, voilà. Et il y a un écrivain que vous connaissez peut-être qui s'appelle Armand Lanoux, qui était un écrivain de l'Académie Goncourt, et qui, tout jeune reporter, était allé frapper à sa porte. Et elle l'avait rembarré, en disant « je parle plus, fichez le camp ». Et il en a conçu vraiment, je pense, il a été très marri de cette réponse. Et il a écrit un livre sur elle, qui est un livre à charge, vraiment, un livre à charge. Et c'est un des premiers livres que j'ai lu sur Marguerite Stenel, où il donne une toute autre version de son existence. Et il raconte évidemment ensuite qu'elle est morte à Brighton. Elle est morte là après avoir refait une vie en Angleterre. Elle a même été l'épouse d'un lord anglais pendant une dizaine d'années. Elle a été très impliquée dans la Première Guerre mondiale, par exemple. Elle avait créé une usine de légumes, de dessiccation des légumes pour les soldats du front.
Donc voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui restait chez elle à regarder par la fenêtre. Hein. Et à Brighton, elle avait ce qu'on appelle, les gens l'aimaient beaucoup parce qu'elle était assez fantasque, hein, voilà, et elle avait ce qu'on appelle des spicy conversations. Elle racontait toujours un peu des histoires, voilà, oui, croustillantes, voilà. Donc, mais il y a très peu de traces. Donc j'ai retrouvé les descendants de sa fille, bon, qu'il avait rejointe en Angleterre, et donc ces personnes sont persuadées qu'ils n'ont pas d'antécédents français. Ils sont anglais, ils parlent anglais, et donc il y a vraiment une coupure. Et je trouve aussi que c'est très touchant parce que cette femme qui a défendu Dreyfus, qui était vraiment elle était attachée à son pays, elle a œuvré, même je veux dire à sa mesure. Elle a dû partir. On l'a exilée en 1911. Elle n'est plus jamais revenue en France, quand même, pendant 43 ans. Et de voir qu'aujourd'hui, en France, on continue vraiment à la diffamer. Je vous donne un exemple. Au mois d'août, il y avait toute une page dans Télérama. Il y avait sa photo éclaboussée avec du sang, et c'était l'hystérie criminelle. Alors moi, mon livre était chez l'imprimeur. Je me dis, mais c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore besoin... Enfin, c'est quoi cette jouissance à cracher comme ça sur elle combien d'années après? Enfin, je veux dire, c'est le plus long slut-shaming de l'histoire de France, hein, cette femme-là. C'est vraiment la putain, la salope, et on y va, quoi. Voilà, la pompe funèbre, etc. Et elle a laissé faire, elle ne s'est plus jamais prononcée là-dessus. Et je parlais avec un journaliste qui a mis le doigt, je pense, sur quelque chose. Je crois qu'elle a laissé faire tout ça pour protéger sa fille. Voilà. Et donc ça, c'est encore une autre dimension du personnage. Et en fait, après, j'y suis retournée quand j'ai fini le livre, j'ai réalisé qu'il y avait plein de petites anecdotes en plus, en fait, qui étaient cachées, que c'était pas uniquement des références de vos lectures. Alors, je pense que je vais me refaire la lecture, cette fois-ci en faisant mes allers-retours, n'étant pas feignante. Et c'est ça en fait qui est vraiment passionnant parce qu'on traverse toute cette époque avec plein de petites références sur des petits faits divers comme l'incendie du bazar de la Charité. D'ailleurs en plus c'est marrant parce qu'il y a une série française en ce moment sur Netflix sur le bazar de la Charité. Il y a même un livre là-dessus, enfin plusieurs livres. Il y a toute cette époque du féminisme aussi avec Colette qui se produit dans les spectacles à demi nus, etc. Et en fait c'est super parce qu'on replonge dans cette ambiance, il y a un certain exotisme quand même dans cette époque-là, donc c'est vraiment une super plongée que vous nous offrez là, et merci. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, on ne s'ennuie pas comme dans une enquête historique, on a vraiment l'impression de suivre une petite Miss Marple qui est en train de mener une enquête. Et c'est là que j'ai deux petites questions, sans dévoiler la fin évidemment, parce qu'il y a une espèce de révélation à la fin, mais c'est digne d'un film. Enfin, révélation, en tout cas une hypothèse qui est aussi ultra exotique pour le coup. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le tout début, ça je peux le révéler, parce que c'est au tout début du livre, vous dites que vous trouvez une petite boîte avec des coupures, des photos, etc. Vous avez vraiment trouvé cette petite boîte dans la Terre ou c'est une invention un peu romanesque pour nous plonger dans l'enquête? Chose à côté, donc j'ai pas fait ça 24 heures sur 24. Mais malgré tout, le travail terminé, c'était compliqué pour moi d'assumer la façon dont j'allais l'écrire. Je l'ai écrit plusieurs fois, ce livre. Hein. Je l'ai écrit de manière classique, je l'ai écrit à 3 personnages. Et bon, maintenant, la version que vous avez entre vos mains, bon, c'est une version que j'ai pu mener à bien il n'y a pas si longtemps avec mon nouvel éditeur, parce que le livre a été refusé beaucoup de fois aussi. Hein. Donc, c'est un long parcours aussi, c'est de se confronter au refus, c'est se dire, bon, bah, j'ai passé tout ce temps finalement, pourquoi hein. Donc ça me fait aussi vraiment très plaisir voilà, de vous entendre en parler, vous poser des questions, parce que on peut faire un très bon travail, on peut être un très bon écrivain et que le livre il passe sous les radars, parce qu'aujourd'hui il y a pléthore de livres, enfin c'est des centaines, je ne dois pas le dire à Florence, hein, donc j'ai beaucoup de chance en fait voilà, que le livre est vraiment bien reçu et lu. Et aussi, je pense que ma patience est récompensée parce que la question de la place des femmes,
femmes dans la société, les femmes réduites à cette dimension de leur sexualité quand elles prennent une place qu'on ne veut pas leur donner. Et évidemment l'antisémitisme, etc. aussi, mais ça tombe au bon moment. Et donc j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des publics très différents. J'ai des toutes jeunes femmes qui ont fait un club de lecture à Bruxelles, elles étaient 35, bon, et elles se sont saisies de tout ça parce que ça leur parlait, au fond aussi d'elles-mêmes dans la société. Et donc ça, c'est vraiment, il faut un peu de chance. Il y a même des éléments qui sont, je pense, concordants. Alors, la question, est-ce que c'est elle ou pas? On n'en sait rien, parce que de toute façon, il est mort juste avant la révision du procès. En revanche, c'est pas l'influence et être intrigante, c'est pas la même chose. Et je vais vous donner quelques exemples de son influence. Peut-être malgré elle. Donc, elle est emprisonnée pendant 1 an. Après ça, donc, elle doit partir, je vous l'ai dit, elle est exilée, elle écrit ses mémoires, elle les commence en prison. C'est la première femme qui a écrit un livre en prison. Et donc, le monde anglo-saxon a été très attentif à cette Madame Steinel et beaucoup plus bienveillant que la France. Notamment aux États-Unis, il y a eu un livre de Madame Norris, Anna Norris, sur les écrits en prison, où elle met en évidence le rôle fondateur de Marguerite Steinel sur la littérature des détenus. Ensuite, dans son livre, elle décrit la condition des détenus, ce qui aura un impact certain sur l'amélioration de la condition des détenus en France. Autre élément, lors de son procès d'assises, il y a le président de la cour d'assises. Et le président de la cour d'assises, il y va contre elle. Il se lève, il parle, il raconte. Et après, en fait, les Anglais, qui ont suivi ça de très près, donc dans les archives du Foreign Office, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette France, c'est n'importe quoi leur système judiciaire, cette femme elle a été mal défendue et normalement un président de cour d'assises il ne doit pas prendre parti, c'est le parquet, c'est le procureur qui attaque, c'est la défense qui défend, c'est quoi ce truc? Et en fait on a changé la procédure criminelle à l'issue du procès Steinel, grâce à elle en fait quelque part, malgré elle, mais bon voilà. Deux exemples. Merci.